effort go deep and picked off. Intercepted by Embry Thomas. We'll see a pickup come down on the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 40e épisode du Faceful Podcast. Comme l'année dernière, on va parler de la draft 3 ans après. On avait parlé de la draft 2019 de notamment Bosa et Deebo Samuel. Cette année, draft 2020, 5 joueurs, mais on va aussi parler un petit peu des trades qu'il y a eu en amont, parce que ça concerne pas mal de joueurs. On avait eu un été assez actif à cette époque. Pour m'accompagner sur ce podcast, Kevin, Gonzague et Olivier. Salut les gars. Salut les gars. Hello. Salut. On va commencer quand même par le commencement. Notre premier choix de la draft, c'était le choix numéro 14, mais à la base, on avait le choix numéro 13 qu'on avait récupéré chez les Colts contre DeForest Buckner, qui a été notre defensive tackle pendant plusieurs années. Kevin, je sais que tu es un gros fan de DeForest Buckner. Qu'est-ce que tu avais pensé au moment où le trade est arrivé, où on se séparait de Defo? C'était un peu de notoriété publique à ce moment-là qu'il fallait faire un choix. On allait soit garder Arik Armstead, soit DeForest Buckner. Il fallait prolonger les deux et on n'allait pas pouvoir prolonger les deux. Je pense que comme la majorité des gens, j'étais plus de l'école de garder DeForest Buckner et puis de laisser partir Arik Armstead, surtout à cette époque-là où il y avait un fossé de niveau entre les deux joueurs. Mais très triste de voir partir DeForest Buckner à cette époque-là parce que c'était vraiment l'âme de cette défense. C'était un peu comme aujourd'hui on peut avoir un Fred Warner. À l'époque, DeForest Buckner c'était vraiment la figure de proue. Le voir partir, c'était vraiment dommage. Après, la draft arrivait avec un bon choix, avec un joueur tout désigné aussi pour le remplacer à ce moment-là. Donc triste, mais en même temps, il fallait faire un choix et le choix a été fait. Mais c'était surtout un choix au final économique, parce que comme tu l'as dit, il y avait une différence de niveau et Armstead coûtait bien moins cher que Buckner. Je ne sais pas exactement quelle différence de salaire. Est-ce qu'il y avait une énorme différence de salaire? Mais je sais qu'Armstead a gagné beaucoup, a signé un gros contrat aussi à ce moment-là. Je ne suis pas certain qu'il y avait une immense différence de salaire entre les deux. Je vais regarder ça. En attendant, toi, Gonzague, t'en avais pensé quoi à l'époque de ce trade? Comme tout le monde, DeForest Buckner était mon joueur préféré de la défense à l'époque. Moi, je m'étais fait un peu une raison parce qu'en effet, il faut remettre les choses dans son contexte de l'époque. On avait un salary cap qui était vraiment au ras des pâquerettes. On sortait plutôt d'une saison très bonne. Il fallait faire des choix. Arik Armstead avait sorti la saison de sa vie. Et il fallait choisir entre le joueur ultra régulier qui était l'âme de défense, qui était Buckner, mais qui voulait le salaire maximum dans le cas des négociations, et un Arik Armstead qui, même s'il a été en effet bien surévalué après en termes de salaire, était prêt à faire un friend deal. Il a fait un friend deal, Arik Armstead, il ne faut pas l'oublier. Et pour remettre les choses dans le contexte, oui, Arik Armstead a coûté beaucoup moins cher que DeForest Buckner quand on compare les deux contrats de l'époque. Et que ce soit en temps sur le contrat en lui-même que sur la durée garantie. Et donc, évidemment, c'est posé la question et il a fallu laisser partir Buckner. J'en étais ultra attristé. Et en même temps, je m'en suis fait une raison très vite parce qu'on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Donc voilà, donc j'étais très triste de ce départ. Ouais, je viens de regarder juste les contrats avant de passer la parole à Olivier. Armstead, c'est un contrat de 5 ans et 84 millions de dollars. Et Buckner, c'était un contrat de 4 ans, donc un an de moins, et 85 millions de dollars. Donc sur le salaire par année, il y a une petite différence quand même. Oui, Gonzague? La garantie n'était pas du tout la même. Regarde, la garantie c'est ça, la garantie de DeForest Buckner, je ne l'ai pas sous les yeux, mais la garantie d'Armstead, c'était 48,5 sur les 85, donc pas grand-chose. Olivier, toi, le trade de Buckner à l'époque, ça t'avait fait quoi? Moi, j'ai ma phrase que depuis j'ai gardée, j'ai mal à mon Defo. Moi, quand il est parti, c'est ce que j'ai dit à mes potes fans de San Francisco. Quand j'ai vu le trade, j'ai dit j'ai mal à mon Defo. Et ça a été vraiment quelque chose de difficile à vivre parce que c'est un joueur que j'adorais. Je trouvais qu'il faisait le taf et pour moi, il représentait véritablement un joueur de San Francisco. Et donc, après, il y a toute la partie financière. Après, maintenant, avec le recul, on peut dire que Armstead, il a fait le boulot, il a vraiment assuré. Mais quand on a fait ce choix-là, j'étais vraiment dégoûté. Maintenant, après, avec le temps étant passé, je m'en suis remis. Mais quand je le vois jouer, de temps en temps, j'ai tendance à envoyer des petits textos à qui de droit en marquant j'ai mal à mon Defo.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Dans l'ensemble, c'est quand même un super defensive tackle. Mais du coup, on a quasiment fait du poste par poste, puisqu'on a récupéré le 13e qu'on a échangé avec Tampa Bay pour descendre d'une place. Et avec ce choix-là, on a récupéré du coup un defensive tackle. C'est Javon Kinlaw, qui était defensive tackle à South Carolina. Javon Kinlaw, en 3 saisons du coup avec San Francisco, c'est 24 matchs joués, 45 plaquages, 1,5 sacs, une interception, un touchdown. C'est surtout seulement 10 matchs joués sur les 2 dernières saisons. Olivier, je te vois faire nom de la tête. Javon Kinlaw, depuis son arrivée, est-ce que tu es satisfait ou pas? Si je dis pas de bêtises, je crois qu'une saison, 10 fois, il fait 12 sacs une saison de tête. Il faudra à vérifier, mais je crois que c'est ça. Et tu m'expliques qu'en 3 ans, l'autre, il en a fait 1,5. Rien que sur ça, je peux faire que nom de la tête. En plus, c'est bon, je remets pas en question le choix à l'époque. Mais bon, le gamin, il a joué une saison, il a été la seule saison où il joue, il n'y a personne autour de lui, et les 2 saisons qui ont suivi, il est tout le temps blessé. Il n'y a pas Loïc, une petite pensée pour lui. Moi, je ne veux pas l'euthanasier, mais bon, quand même, je veux dire, c'est totalement insuffisant pour un premier tour de draft. Voilà, il faut rester. Et en plus, quand tu vas le choisir dans les 14 premiers, c'est nettement insuffisant, à mon goût. Maintenant, bon, cette année, il a intérêt à faire en sorte que ça se passe mieux pour lui, mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est un gros flop. Surtout cette année, il va se retrouver en plus avec la concurrence de Javon Hargrave qui vient d'arriver. Kevin, toi, Kinlaw, t'en penses quoi? Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais un petit peu frileux sur son cas parce que j'entendais beaucoup Javon Kinlaw, c'est un diamant à polir, c'est un joueur qui n'est pas encore prêt, c'est quelqu'un qu'on prend pour l'avenir. Je me dis, on vient de perdre un des meilleurs joueurs de la NFL à son poste et on prend un joueur qui n'est pas prêt dans les 15 premiers choix. J'étais un petit peu inquiet sur ce choix à la suite. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Je pense qu'on a largement couvert le cas de Javon Kinlaw. C'est très insuffisant. Quand il est sur le terrain, on peut entreapercevoir certains flashs de quelque chose qui pourrait potentiellement être intéressant, mais il joue pas plus que 2 ou 3 matchs de suite. Il n'y a pas grand-chose à en dire. On n'a pas espéré pour la saison prochaine, enfin, il nous montre qu'est-ce qu'il est réellement. Mais c'est un échec sur toute la ligne, selon moi, jusqu'à aujourd'hui. Gonzague, toi qui as plus suivi notamment à l'Université de South Carolina, que tu suis un petit peu, t'en pensais quoi du choix de Kinlaw? Et du coup, est-ce que comme Kevin et Olivier, t'es déçu de ce que t'as vu sur le terrain? Eh ben, alors moi, au moment de la draft, j'étais complètement en désaccord avec Kevin. En fait, quitte à donc obtenir ce premier choix, quand on m'a annoncé Kinlaw, en fait, je me suis dit, on est allé chercher en termes de profil le joueur qui ressemblait le plus à Buckner en termes de profil, de jeu, de beaucoup de choses. Moi, j'aimais beaucoup le joueur. Je suis un grand fan, pour les auditeurs qui nous écoutent, du programme de South Carolina, des Gamecocks. Donc, c'est un joueur que je connaissais très très bien pour le coup. Oui, il restait encore certaines choses à polir, mais il avait montré beaucoup de potentiel. Alors après, le seul problème que j'avais, qui était un peu le même problème avec Buckner depuis l'arrivée de Shanahan, c'est que pour moi, c'est un defensive tackle qui se prête beaucoup plus dans une 3-4 que dans une 4-3. Mais bon, c'était presque pas vrai. Mais à la guerre, on reprenait vraiment le joueur qui ressemblait le plus. Le problème de Kinlaw, en fait, depuis sa draft, c'est que c'est une frustration permanente. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est constamment blessé. On voit qu'il y a de l'eau qui dort en dessous. On voit qu'il n'a pas donné la pleine mesure de ce qu'il sait faire. C'est évident. Et paradoxalement, il n'a jamais pu progresser du fait de ses blessures qui lui ont ruiné sa carrière. C'est un peu le Diaby du foot US, je trouve. Je trouve ça extrêmement frustrant. Alors pour la suite de la carrière, soyons très clairs, vu l'arrivée de Hargrave chez nous et vu le roster qu'on a en poste de defensive tackle, pour moi son cas il est réglé. C'est fini, c'est terminé. On passe à côté peut-être d'une carrière qui aurait pu être meilleure, mais c'est comme ça. Et je suis extrêmement déçu pour un joueur qui, selon moi, aurait mérité une plus belle carrière. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis très déçu parce que je suis moins South Carolina que toi. J'étais pas forcément fan du choix, moi, personnellement, parce que j'étais plus dans l'optique de partir sur un receveur à cette époque-là avec notre premier choix. Notamment, j'étais très fan de Jerry Jeudy. Et j'étais un peu déçu par le choix. Sur le terrain, en fait, il m'avait plutôt convaincu sur sa première saison, une saison où on a beaucoup de blessés, où toute notre défense est complètement décimée, on n'a pas Bosa, etc. Armstead est un peu blessé. Et je l'avais trouvé plutôt convaincant pour un rookie sur le terrain. Et c'est vrai que depuis, en fait, on l'a quasiment pas vu, quoi. Sur ces dernières saisons, il joue 10 matchs, il fait 10 plaquages, quoi. C'est tout. C'est tous les stats qu'il a.
sur les 2 dernières saisons. C'est insuffisant. Le mec, même quand il joue, au final, il joue des bribes de match parce qu'il est vraiment pas prêt. Et comme tu l'as dit, Gonzague, au final, je pense que c'est fini parce qu'on n'a plus le temps, en fait. On a recruté Javon Hargrave, on a besoin de gagner tout de suite, on n'a plus le temps de former des joueurs. On a le temps de former des rookies, on n'a plus le temps de former des joueurs de 4e année. Voilà. C'est ça. Ensuite, du coup, on a un deuxième choix du premier tour. On avait le choix à la base, on avait le choix numéro 31, qu'on a échangé à Minneapolis avec notre 4e et 5e choix pour monter en 25 pour sélectionner un receveur, cette fois-ci, Brandon Aiyuk, receveur d'Arizona State. Alors je pense que du coup, sur Aiyuk, le bilan est un petit peu plus positif. Gonzague, Aiyuk à Arizona State et Aiyuk à San Francisco, que tu étais satisfait du fait que ça soit Brandon Aiyuk? Eh bien, chers auditeurs, non. Je n'étais au moment de la draft pas satisfait. Alors, il faut remettre les choses dans ce contexte. Pour remettre un petit peu les auditeurs, il faut savoir qu'on a monté un trade pour notre ami Aiyuk parce qu'une très très grosse rumeur a indiqué que les Packers étaient prêts à monter un trade également pour lui à l'époque. On ne saura jamais la vérité de la chose, surtout que les Packers d'ailleurs ont pris leur quarterback du futur, donc ce qui me laisse un peu perplexe par rapport à cette rumeur, mais bon. Et en fait, pourquoi j'étais perplexe sur Aiyuk parce que c'était déjà un profil qu'on avait déjà chez nous. Et à Arizona State, c'est un joueur qui avait pris un peu la suite en receveur numéro 1 de N'Keal Harry, qui avait été drafté une année plus tôt par les Patriots. C'était un joueur qui était unidimensionnel au niveau de son emploi et qui était vraiment utilisé dans la profondeur avec un arbre de tracé extrêmement faible. Et donc j'étais plutôt sceptique, surtout que moi j'avais un receveur en tête dont je rêvais chez nous, qui était toujours pas parti à ce moment-là, qui était un certain Ty Higgins, que je voulais par-dessus tout et que nous n'avons donc jamais eu, et qui je trouvais beaucoup plus complémentaire. Donc j'étais déçu au moment de ce choix de draft. Je trouvais le choix beaucoup trop haut, surtout qu'on avait monté un trade pour ça. Et à l'arrivée, le joueur m'a énormément surpris agréablement parce qu'il s'est montré extrêmement performant dans un domaine où on ne l'attendait pas du tout, qui était l'arbre de tracé, justement. Et ça, vraiment, il nous a vraiment surpris. Il a beaucoup progressé. Et il a vraiment montré tout l'amour qu'il porte à la franchise en étant vraiment quelqu'un d'extrêmement assidu aux entraînements. Il n'y a jamais un mot au-dessus de l'autre, on n'entend jamais parler de lui en dehors du terrain. Et je suis extrêmement content après coup de ce choix, alors que je ne l'étais pas spécialement au moment du choix. Donc finalement, il m'a donné tort et c'est une excellente chose, bravo à lui. Oui, je suis d'accord avec toi, j'étais déçu aussi au moment de son choix parce que je partais plus sur, tu l'as dit, T. Higgins, où j'avais aussi Laviska Shenault que j'aimais beaucoup à l'époque, donc j'étais pas forcément convaincu du choix de Brandon Aiyuk, et puis au final, ouais, tu l'as dit, sur le terrain, ça a confirmé. Aujourd'hui, c'est notre receveur numéro 1, aussi par la mauvaise saison de Deebo Samuel. Juste pour dire ses stats, en 3 saisons, c'est 46 matchs, 194 réceptions, 2589 yards et 18 touchdowns. La saison dernière, il a joué tous les matchs, 78 réceptions, il a passé la barre des 1000 yards et 8 touchdowns. Olivier, toi, Brandon Aiyuk, t'es satisfait? Alors voilà, déjà, c'est la grande différence entre les spécialistes S-Draft et les mecs comme moi. Moi, comme j'y comprends rien, après coup, quand je vois que Gonzague, il hésitait avec il aurait préféré T. Higgins, je comprends quand on va jouer T. Higgins, mais quand moi j'ai eu Aiyuk, moi, c'est comme chaque année, tous les joueurs. Je juge sur pièce. Et dès la première saison, je trouvais qu'il était vachement bon, ce gamin. Il avait des capacités, il faisait des choses qu'on ne voyait pas faire par d'autres receveurs. Il a eu une deuxième saison un peu plus difficile. On en a parlé l'année dernière avec Kevin à plusieurs reprises, où on disait que bon, il avait été mis sur le banc et qu'il jouait moins et que notre coach il s'en foutait des gars qui faisaient de la fantasy, lui voulait gagner des matchs. Et on l'a pas entendu parler. Il a bossé. Et cette année, il nous a fait une superbe saison. On a un super joueur. Et puis, moi, je me rappelle le match contre les Raiders où il y a un drive où il y a quasiment tous les ballons pour lui. Tout le monde sait que le ballon va arriver pour lui. Ils sont à 2 ou à 3 sur lui. Il récupère quand même le ballon et il avance. Moi, je dis, gros talent, gros joueur. Et, très, très content de ce choix, finalement. Et, enfin, tout court, il n'y a pas besoin de dire finalement. Très content de ce choix. Et comme le dit très souvent Gonzague en parlant de lui, on sent que c'est un gars qui aime véritablement notre franchise. Et ça, rien que pour ça, c'est un bonheur de l'avoir. Kevin? C'est un choix qui aurait pu un peu tourner au drame, parce que quand on voit les receveurs qu'il y a dans cette draft, notamment laisser un T. Higgins derrière, si ça marche pas, ça peut être un peu problématique d'avoir fait ce choix, mais au final... Même moi, Michael Pittman, qui fait des bonnes choses à Indianapolis. Exact. Il y en a un certain nombre, effectivement, qui étaient des très bons receveurs derrière lui. Mais c'est un joueur que j'adore, c'est vraiment un joueur bosseur, c'est pas le plus talentueux, je veux dire, il y a un D.C. Lamb, du Justin Jefferson dans cette draft, on parle pas de ce talent-là, mais il est tellement bosseur qu'il a réussi à gommer l'écart avec ces joueurs-là.
Alors évidemment, Justin Jefferson est sur notre planète encore aujourd'hui, mais par rapport à un CeeDee Lamb, par exemple, aujourd'hui, Brandon Ayuk, pas grand-chose à lui envier, quoi. Donc vraiment un super bosseur. Et puis quand il a été mis sur la touche par Kyle Shanahan pour ce début de sa deuxième saison, c'est un joueur qui aurait pu exploser dans la tête, qui aurait pu complètement craquer et s'enterrer lui-même dans cette situation. Et non, il a bossé, il est revenu plus fort. Et l'année dernière, il sort la saison de sa vie. Et de ce qu'on entend, selon les premiers entraînements, il a encore passé un cap cet été. Donc non, on tient un super receveur, un vrai receveur numéro 1 aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. Pas un échec, et très heureux de ce choix. Je voulais juste faire une petite aparté concernant Olivier qui critique constamment la draft en disant qu'on ne peut pas deviner à l'avance ceci, cela. Je tiens juste à rappeler que la draft 2020 a été considérée comme limite anthologique au poste de receveur et les faits se sont vérifiés au niveau NFL. C'était considéré comme une draft absolument exceptionnelle à ce poste et les CeeDee Lamb, les Jerry Jeudy, tout ça ont confirmé quand Justin même. Jefferson, Michael Justin Pittman, Jefferson, T. exactement. Higgins, Brandon Ayuk. Voilà, tout ça, c'est confirmé. Il y a juste le cas Henry Ruggs, auquel je ne croyais pas du tout d'ailleurs. Mais même Jerry Jeudy, vous considérez qu'il a confirmé les espoirs placés en lui? J'ai du mal. C'est un receveur numéro 1, mais on voit pas assez jouer les Broncos, mais c'est un vrai receveur numéro 1. Ouais, Je suis d'accord avec qu'il C'est est un, pas dans la bonne c'est un franchise. c'est un des meilleurs coureurs de tracé de NFL. Il est Ouais, pas dans la mais- bonne franchise. Il est pas dans la bonne Je franchise. dis, CeeDee Lamb, ils me font pas rêver pour l'instant. Je suis désolé. En fait, la différence, tu parlais, Kevin, de ce qui manque à Brandon Ayuk par rapport à CeeDee Lamb. Les deux sont des très bons receveurs. CeeDee Lamb a une dimension physique supérieure à celle de Brandon Ayuk qui fait encore aujourd'hui la différence. Mais tu as raison sur un point, c'est que il lui manque vraiment pas grand-chose. Et je pense que d'ici un an ou deux, Brandon pourra être devant CeeDee Lamb. Mais selon moi, Brandon Ayuk, effectivement, a une dimension physique en moins, mais il a une dimension tellement supérieure sur sa capacité à faire des tracés, à créer de la séparation avec ses défenseurs, que CeeDee Lamb, je trouve, a un peu moins. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'équilibre se fait un peu entre les deux et qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à choisir entre les deux. Non, mais moi, je suis d'accord Pour avec moi, toi. y a pas de choix. Du coup, moi, tu me demandes aujourd'hui lequel des deux tu prends, j'hésite. Je saurais pas dire. Moi, je n'hésite pas, je prends Brandon Ayuk. Voilà. Et puis, je vais dire, sincèrement, je prends Brandon Ayuk. Je veux dire, même par rapport à Jerry Jeudy aussi, même par rapport à T. Higgins, voilà. Je veux dire, pour moi, tous les noms que vous avez balancés, à part Justin Jefferson, moi, je mets Ayuk avant les autres. Je te demande juste de regarder de manière objective, Olivier, combien de joueurs de cette draft sont aujourd'hui numéro 1 dans leur franchise. Juste, point barre. Et dire que peut-être un des meilleurs de cette draft-là, T. Higgins, il n'est pas numéro 1. Ce que j'allais dire, il n'est même pas numéro 1 parce que Incroyable. j'ai déjà marqué numéro 1. Ouais, Bref, d'accord, on va passer à la suite. On n'a pas de deuxième tour puisqu'on l'a échangé un an avant. On va refaire un petit tour en arrière. On avait échangé notre deuxième tour un an avant pour récupérer Dee Ford à Kansas City. Est-ce que quelqu'un veut parler un petit peu de Dee Ford ou pas? Bah oui. Vas-y, Gonzague. Dee Ford, en fait, c'était, je pense, cette recherche du fameux. On avait un gros problème à l'époque du left end outside, c'est-à-dire du defensive end de l'autre côté, où dans le schéma de Shanahan, il fallait un speed rusher qui s'apparente à un système 3-4. Donc, d'un certain point de vue, on avait pris le bon joueur si on regarde Dee Ford de ce point de vue-là. Moi, le gros problème que j'avais avec Dee Ford à l'époque, c'est que je trouvais que c'était un one-year wonder quasiment, et que je trouvais qu'on payait déjà très cher à l'époque déjà au niveau du salaire. Et on avait payé un deuxième tour sans vraiment savoir à quelle position on serait au deuxième tour. Et pareil, j'avais trouvé le trade assez cher. Donc, je ne contestais pas les qualités du joueur. Je trouvais juste qu'on avait un peu vendu la mariée, tant au niveau du salaire que du trade, pour le joueur, ce qui me posait problème. Au niveau du salaire, vu ce qu'il a fait derrière, ouais, je l'ai sous les yeux. Là, il avait signé un contrat de 5 ans et 87,5 millions de dollars. Après coup, ça fait un petit peu mal quand même. Et on continue de le payer aujourd'hui. Et on continue de le payer aujourd'hui. On continue de le payer aujourd'hui. Le drame, c'est que ce gars, la première saison, quand il est chez nous, il joue même pas 9 matchs, il fait 8,5 sacs. Voilà, on se dit quand il est sur le terrain, il faisait le job, il le faisait super bien le job. Malheureusement, il a eu des blessures qui sont rédhibitoires pour jouer au football américain. Et puis voilà, mais sur la qualité intrinsèque du gars, il n'y a pas photo. On parlait tout à l'heure des stats de Kinlo qui sont impitoyables. Je me rappelle, je crois, sur la première saison, je crois que c'est 9 matchs et 8,5 sacs. Non, c'est 11 matchs et 6,5. Ouais, même saison régulière ou tu comptes les matchs de playoff aussi? Quand tu comptes les matchs de playoff, tu rajoutes 3 matchs et tu mets un sac en plus. Voilà, parce que je sais qu'à un moment, il tournait à ces stats-là, il tournait à milieu de saison. Il avait fait grosse partie. Après, il s'est blessé, il n'a pas joué. Et après, il revient en playoff. C'est quand même un joueur qui te fait. Il avait fait
il avait fait le job pour le prix qu'il était payé. Après, malheureusement, c'est les blessures. Et ça, c'est le football américain, on ne va pas recommencer l'histoire. Hein. On sait que les carrières, elles ne durent pas éternellement. Et c'est pour ça que les mecs, quand ils signent un gros contrat, ils sont bien contents de le prendre. Hein. Kevin, quelque chose à rajouter? Pas vraiment, c'est un super joueur qui arrive quand il arrive, et puis malheureusement ça tourne mal pour lui, c'est inhérent à ces échanges-là. On l'a un peu retenté, je trouve, avec Charvarius Ward, qui est un joueur qui sortait pas de nulle part, mais qui avait vraiment explosé une saison à Kansas City, on le fait venir. Là, ça fonctionne. Avec Gifford, ça n'a pas fonctionné. C'est triste parce que ça coûte cher. On l'a sûrement payé trop cher, mais si j'avais su, j'aurais pas venu, comme on dit. Autre joueur, autre trade, on n'avait ni 3e ni 4e tour, puisqu'on avait échangé ces 2 choix pour récupérer un receveur. On avait récupéré Emmanuel Sanders aux Broncos 1 an avant. Kevin, Emmanuel Sanders, pour ce qu'il a fait à San Francisco la saison où il était là, est-ce que c'était une bonne recrue pour toi? Ah ouais, moi j'ai adoré le passage d'Emmanuel Sanders. Je trouve qu'il a transfiguré l'attaque aérienne de l'équipe quand il est arrivé. Ça a vraiment apporté la touche qui manquait dans cette année 2019 qui nous a vu aller au Super Bowl. Et il a vraiment apporté la petite pierre qui manquait dans cette attaque pour nous propulser jusqu'à ce fameux match face aux Chiefs au Super Bowl. Mais j'étais même triste de voir que quand il n'est pas resté, je veux dire, quand il a quitté l'équipe. C'était un peu triste, mais ouais, je suis vraiment content de ce qu'il a apporté et je trouve que c'était l'échange parfait au moment parfait à ce moment-là. Aucun regret là-dessus. Olivier? Ah ouais, la même. Puis si on se rappelle bien du Super Bowl, il y a quelques petits centimètres de récupérer un ballon, n'est-ce pas? Et c'est Emmanuel Sanders. Moi, j'adorais le joueur, j'ai toujours adoré le joueur. Je trouve que c'était un super receveur, ça a toujours été un super receveur. Et puis quand il est arrivé, il a permis à Djibo d'exploser aussi sur la fin de saison. Non, moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Kevin. Hein. J'aurais bien aimé qu'on le garde encore quelques temps. Puis finalement, maintenant, quand on voit nos 3 premiers receveurs, ça va. Mais à l'époque, c'est sûr que quand il est parti, j'étais dans le même tas que Kevin, j'étais vraiment déçu qu'il s'en aille parce que c'est vraiment un super, super joueur. Gonzague? Non, en fait, moi, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que disaient Kevin et Olivier. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. J'ajouterais juste un petit détail parce que parfois, j'avais entendu dire à l'époque, au sein de la communauté des fans, mais pourquoi avoir payé un 3e tour pour une simple demi-saison? Il faut juste se rappeler qu'à l'époque, on joue la gagne, on joue le Super Bowl. Il manquait cette petite pièce de receveur complémentaire. Et oui, il est vrai que Shannon n'a jamais envisagé, en raison du salaire qui était le nôtre, de le prolonger derrière. Il savait que c'était pour une demi-saison. Mais il s'est dit, allez, on joue le coup, un peu comme on a fait avec McCaffrey cette année. Et il a eu raison. Il n'y a aucun regret à avoir, on n'est pas allé au bout, bon, c'est comme ça. Mais bon, il fallait y aller et il l'a fait. Et moi, j'ai de très bons souvenirs de la courte période qu'a été Sanders chez nous. Très, très bons souvenirs. Ouais, la petite différence avec McCaffrey, c'est que tu récupères quand même un contrat de plusieurs années, là où tu savais directement que tu t'engageais pour une demi-saison. Mais oui, dans l'ensemble, je suis d'accord avec vous. Il a, comme l'a dit Kevin, apporté beaucoup à notre attaque aérienne. Et puis, comme tu l'as dit, Olivier, il a permis aussi à Samuel d'exploser parce que Samuel était un petit peu tout seul avant sur la première partie de saison comme receveur. Et là, en fait, avoir un danger comme Sanders à côté de lui, ça libère totalement de la place pour Djibo. Après, je pense que aussi, c'est pour ça aussi qu'on a pu sélectionner Brandon Ayuk, c'est parce qu'on ne l'a pas gardé et qu'on avait besoin de ce deuxième receveur. Autre échange, décidément, c'est un petit peu la mode. On a échangé notre 5e tour et un 3e tour de 2021. Pour pallier la retraite de Monsieur Joe Staley, nous avons appelé Washington et nous leur avons dit « Trent Williams n'est pas heureux chez vous, il peut venir à la maison ». Trent Williams débarque à San Francisco, il est toujours là et c'est le meilleur tackle de NFL. Gonzague, après coup, je pense que je ne fais pas vraiment de surprise en disant que c'était peut-être l'un des meilleurs échanges qu'on ait jamais fait à San Francisco. C'est la définition absolue en commerce de comment tordre le bras d'un interlocuteur en face. Le type voulait arrêter sa carrière, il était extrêmement sérieux, il ne voulait venir que chez nous. On était dans une position de force pour négocier un trade d'un joueur dont tout le monde savait qu'il valait encore à l'époque un premier tour malgré une saison blanche. Et on l'obtient pour 3 nuts et 4 mars. C'est fabuleux. Je n'en revenais pas au moment du trade, de la compensation. Surtout que c'est un 3e tour 2024. 2021, non, c'était 2020. Ah oui, pardon, 3e tour 2021, en tout cas de l'année suivante. Donc c'est ça c'était extraordinaire. Donc vraiment, surtout qu'on s'attendait tous donc à un left tackle drafté par la suite en cours de draft. On s'est dit oh là là, ça va être un joueur qui va pas être mature pour le poste, qui est l'un des postes les plus importants de la NFL. Et là on se retrouve à trader pour Trent Williams. C'était
exceptionnel. D'entrée, vraiment, je sautais au plafond quand j'ai lu le trade se faire, parce que pour moi, c'était inespéré pour une compensation pareille. On a tordu le bras de Washington. Kevin? Ouais, moi à première vue, j'étais inquiet, pas de l'avenue de Trent Williams, mais du remplacement de Joe Staley, parce qu'on était sur le point de perdre un des meilleurs linemen de l'histoire de la franchise, un gars super charismatique, et le joueur emblématique par excellence. Et là, on se dit, mais par qui on va pouvoir remplacer cette tête-là, quoi? Et puis, tu as Trent Williams qui débarque, qui est encore plus fort, encore plus complet, encore plus tout, qui marque encore plus la franchise, au moins autant. Et en plus, comme l'a dit Gonzague, pour pas grand-chose par rapport au calibre du joueur qui débarque. Donc, quoi dire, à part merci Washington, et puis merci Trent, Ouais. surtout. Après, pour rappel, du coup, de la décision de Trent Williams de vouloir quitter Washington, il a eu un cancer en 2019 et le cancer dormant avait été repéré aux radios en 2013 par les staffs de Washington qui avaient décidé de ne prévenir personne parce que ce n'était pas grave et le cancer s'est réveillé en 2019 et c'est pour cette raison que Trent Williams a décidé qu'il ne jouerait plus jamais sous le maillot de Washington. Et nous, on a intelligemment aussi sauté sur les dysfonctionnements de la franchise de Washington, qui sont légion. D'ailleurs, c'est pas un événement isolé, il me semble, du staff médical de Washington qui a omis comme ça pas mal de diagnostics assez graves. Je pense qu'on pourrait écrire 7 livres sur les dysfonctionnements à l'intérieur de Washington, mais c'est pas le sujet. Olivier, Trent Williams, je pense que comme les gars, comme nous tous, parfait. Totalement, je veux dire, là on parlait de dysfonctionnement, voilà, les franchises dysfonctionnelles font des choix dysfonctionnels, et puis voilà, et puis que le hasard, comme par hasard, il veut venir jouer où ça? À San Francisco, et depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'on a à dire? Merci, il n'y a que ça à dire, merci, on a toujours le meilleur lineman de la ligue, et chaque année il y a des nouveaux qui arrivent, on nous dit, voilà, l'avenir et tout, s'ils veulent, toutes les franchises, ils aimeraient avoir le nôtre, et le numéro 71, c'est... Alors, et comme je vous ai dit la semaine dernière, et en plus, maintenant, les quarterbacks. Donc, partant de là, on est tranquille, je veux dire. Non, franchement, voilà, c'est exceptionnel. Moi, quand j'ai vu le trade, j'ai relu l'article sur TDA, nombre de fois incalculable. J'ai dit, non, c'est pas possible. Je relisais non, mais c'est une blague. Et puis, sinon, c'était pas une blague. Donc, franchement, super content. Et oui, c'est certainement l'un des meilleurs trades de l'histoire de San Francisco avec Steve Young, mais ça, c'est une autre histoire. Pour ceux qui suivent la franchise depuis, à cette époque-là, qui ne la suivaient pas et qui la suivent depuis, imaginez le trade qu'on vient d'avoir pour McCaffrey x10. Voilà, c'est vous dire l'impact, parce que la compensation, comme l'a dit Gonza, la compensation, elle est absolument ridicule. Un 5e et un 3e pour un joueur aussi fort à une position aussi importante, c'est du pain béni. Voilà, après, on le sait, il vieillit, mais il est toujours aussi performant. On sait qu'il lui reste pas 5 ans de carrière, mais on profite de tout ce qu'il a. Moi, vous le savez, j'en avais parlé dans le top 10 des joueurs. J'étais un gigantesque fan de Joe Staley qui représentait pour moi toute la franchise. Et comme vous, j'avais peur au moment de le remplacer. Et c'est vrai que récupérer le meilleur à son poste de toute la ligue, il n'y a pas meilleur remplacement possible. Et du coup, on espère possiblement qu'une autre franchise s'embrouille avec un des top tackles d'ici 3 ans pour qu'on puisse le récupérer à un prix minime. Gonzague, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste pour reprendre un peu Kevin, là je vais passer en mode boomer. Je suis un immense fan de Trent Williams. J'adore Trent Williams, il est le meilleur tackle de la ligue. Mais dire que on a pris un tackle encore plus fort que Joe Staley, fais très attention à tes propos. Je suis extrêmement susceptible sur cette question-là, je te rappelle. Mais je maintiens Trent Williams est considéré aujourd'hui comme le meilleur tackle de l'histoire. Il n'y a pas. Anthony Munoz aimerait discuter avec toi, par contre. Non, il n'y a pas de meilleur tackle que Joe Staley. Arrête immédiatement. Ou tu quittes cette salle, tu quittes cette émission dans l'heure. Je suis comme toi, je suis un amoureux total de Joe Staley, mais sois objectif, s'il te plaît. Non. Voilà, il n'y a pas de meilleur joueur que Joe Staley. Mesdames et messieurs, vous assistez en direct à la naissance d'un futur podcast débat qui aura lieu quelques semaines, je pense. Allons-nous oser faire un podcast sur la ligne offensive uniquement? Et moi, franchement, si vous le voulez, moi je me propose pour le présenter, avec aucun. Oui. Moi c'est mon poste préféré en NFL, là où sans problème. Eh bien, le rendez-vous est potentiellement pris, on verra ça plus tard. Au 5e tour, on avait quand même un choix, et du coup, on a pris également un tackle de West Virginia, Colton McKivitz. Colton McKivitz qui, depuis son arrivée à San Francisco, a officiellement, je mets des gros guillemets sur l'officiellement, joué 28 matchs parce qu'il a sûrement bloqué sur des kicks, mais en vérité, il a 5 titularisations en NFL.
Et il devrait, selon toute vraisemblance, être notre tackle droit titulaire la saison prochaine. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez pensé de lui depuis qu'il est à San Francisco, parce qu'on ne l'a pas assez vu jouer. On en a un petit peu parlé déjà, mais est-ce que vous avez confiance en l'avenir autour de Colton McKivitz? Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Gonzague, toi, Colton McKivitz, est-ce que ça te fait pas trop peur d'avoir un rookie de 4e année au poste de tackle droit? Alors, pour la petite anecdote amusante, il y a des documents qui sont sortis de la War Room des 49ers à l'époque qui disaient que Colton McKivitz était le choix de San Francisco si le trade de Trent Williams ne se faisait pas pour le poste de left tackle. C'est pour vous dire à l'époque comme quoi une carrière ne tient à rien. Moi, pour ma part, j'étais pas très content du choix parce que je faisais une fixette sur un joueur que j'adorais qui était mon petit chouchou de la draft, qui était un cornerback qui s'appelait Brice Hall à Virginia. Et que j'espérais complètement à ce choix-là. Donc j'étais sur le coup pas très content. Surtout pourquoi aller chercher le joueur qu'on avait ciblé en cas de non-trade de Trent Williams, pourquoi aller le chercher derrière. Bref, j'avais du mal à comprendre. Je me suis dit à tous les coups, ils sont pas sereins avec Trent Williams sur son état de santé. J'étais très sceptique sur ce choix-là. Et pour répondre à ta question, on en a déjà parlé dans une précédente émission. Moi, j'ai rien contre McKivitz, bien entendu. C'est juste que j'aimais beaucoup McGlinchey et qu'on n'a pas suffisamment de recul pour savoir ce que vaut Colton McKivitz. Donc, je ne demande qu'une seule chose, c'est me tromper, et je l'espère. Je n'ai pas d'éléments pour le juger suffisamment, et on lui souhaite le meilleur. Mais pour l'instant, voilà, je ne suis pas plus convaincu que ça. Juste avant de donner la parole au gars, je te corrige juste sur un petit détail. C'est pas Brice Hall, c'est Bryce Hall. Bryce Hall, c'est le running back qu'ils ont drafté l'année dernière. Bryce Hall, pardon, je prononce mal. Pardon. Olivier, toi, ton avis sur Colton McKivitz, c'est ce qu'il peut ou ne peut pas apporter à notre ligne offensive? Alors, bon, comme on l'a dit, il a quasiment pas joué, donc on peut pas le juger. Maintenant, moi, ce que vient de dire Gonzague, ça me conforte encore plus dans ce que j'ai dit dans les émissions précédentes, qu'on fait confiance au staff. Si les mecs ils pensaient il y a 4 ans que le gars il pouvait jouer left tackle titulaire en NFL, ils l'ont mis 3 ans en couveuse, et là on va certainement avoir un joueur de qualité. Je fais largement confiance à notre staff à ce niveau-là, et je vais pas recommencer les arguments qu'on a déjà utilisés sur les émissions précédentes. Kevin? On n'a pas grand-chose de tangible pour expliquer aujourd'hui quel joueur est Colton McKivitz, puisqu'on l'a tout simplement à peine vu. Mais je pense qu'on a la preuve avec certains jeunes linemen de la dernière année qui ont suffisamment performé en sortant un peu de nulle part pour se dire que Colton McKivitz va sortir de belles performances. Donc moi, j'ai totalement confiance en lui. D'autant que les fans, je pense, vont être assez indulgents avec lui, vu comment ils ont tapé sur McGlinchey l'année dernière. À leurs yeux, ça peut pas être pire. Donc, ça sera forcément mieux. Ouais, moi je vais tempérer un peu mes propres propos que j'avais eu un petit peu plus tôt dans la saison, dans l'intersaison plutôt. Je n'ai pas confiance, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas confiance en McKivitz parce que je ne le connais pas. Néanmoins, après réflexion, je n'avais pas confiance l'année dernière en Jack Brendel non plus. Je trouve que ça diffère un petit peu de Spencer Burford et de Aaron Banks qui sont des tout jeunes joueurs. Jack Brendel, c'était un mec qui sortait vraiment de nulle part, et j'ai l'impression que Colton McKivitz est plus dans ce moule-là que dans celui des Banks et Burford, parce que Banks et Burford, Burford était un rookie, Banks n'avait que 1 an d'expérience. Pour le coup, McKivitz, ça fait 3 ans qu'il est là, il connaît un petit peu le système à la manière de Jack Brendel, et comme Jack Brendel, ça a bien marché, je me dis qu'il n'y a pas forcément de raison pour que ça marche pas. Après, c'est vrai que le poste est très très exposé, et là où je ne vais pas être d'accord avec toi, Kevin, c'est que peut-être ils auront une certaine indulgence par rapport à McGlinchey, mais par contre, à mon avis, la moindre petite erreur, ça va lui tomber sur le dos parce que le reste de la ligne offensive est très 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 performant. Donc je pense que ça peut être aussi, va falloir qu'il rentre très rapidement dans sa saison parce que ça peut vite lui peser sur le dos sur les supporters s'il ne performe pas assez rapidement. Ah bah, je te rejoins complètement, Elliot, puisque déjà l'année précédente, au niveau de la draft, on voulait tous un centre, on a pris Brendel, et la comparaison est complètement justifiée, tu as tout à fait raison. Et là, on a tous voulu un tackle, on ne l'a pas eu. Je précise juste que dans une conférence de presse, Shanahan s'est expliqué, même si on s'y attendait tous, qu'en fait, il a vraiment fait sa diligence absolue sur le poste de tackle droit à la draft de 2023, et qu'il n'a jugé aucun joueur autre que le premier tour plus fort que McKivitz. Et c'est pour ça qu'il a renoncé en fait au poste. Donc
Peut-être qu'il a vu quelque chose que nous ne voyons pas, et donc c'est pour ça qu'on espère qu'il performe. Mais là où je te rejoins complètement, Elliot, c'est qu'en effet, à la moindre petite erreur, il va avoir vraiment tout le poids d'un non-choix d'un tackle sur la tête derrière. Quand on sait à quel point le poste de tackle est exposé à la moindre erreur. Ouais, mais bon, après, il y a un truc aussi là-dessus, c'est que tu dis un non-choix et tout, mais on savait très bien ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. On sait que le gars, c'est un 5e tour. Voilà, il y a plus d'indulgence. C'est là où je rejoins Kevin. Il y a plus d'indulgence sur un gars comme ça que sur un McClinchy qui était, je vais encore me tromper, 9e choix. C'est ça. Un 9e choix de draft. Vous avez vu comme j'ai progressé avec le temps. Donc voilà, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, je pense que voilà. Et puis le McKivitz, même s'il va être ciblé en début de saison, on sait que vu le système de bloc qu'on a, il va pas être le seul à être mis à rude épreuve, parce qu'il faut quand même pas partir du principe, prendre pour argent comptant que Banks et Burford ils vont passer une saison tranquille, parce que l'année dernière ils ont été bons. On rappelle aussi que la deuxième saison, et je ne parle pas que pour les rookies, mais en tant que titulaire, c'est pas la même aussi. On avait fait un autre échange que j'ai un petit peu oublié dans la discussion, un autre échange de 5e tour, puisqu'on avait du coup récupéré ce 5e tour de McKivitz à Miami contre Matt Breida, running back. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Matt Breida, ou on peut enchaîner ? Moi, je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce joueur. Et quand il est parti, de toute façon, vu qu'on sait très bien que les coureurs, c'est malheureusement la chair à canon, ça m'a fait de la peine quand il est parti, mais pas plus que ça. Je savais qu'on allait le remplacer, ce qui a été le cas. Moi, j'aimais beaucoup ce coureur. Sa pointe de vitesse était intéressante. Bon, depuis, il fait un petit peu le journeyman en NFL, parce je crois que aux dernières nouvelles, il était aux Giants, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Ouais. Voilà, et doubleur de Saquon Barkley. Ouais, c'était un coureur que j'appréciais. Après, bon, c'est hyper interchangeable, on le sait très bien. Ouais, c'est le type de joueur que Shanahan sort de son chapeau d'un peu nulle part à chaque fois. Il l'a fait avec Mostert, il l'a fait avec Jeff Wilson, il l'avait fait avec Breida juste un peu avant. C'est interchangeable, c'est spectaculaire, c'est intéressant, on a du plaisir à les voir exploser au plus haut niveau avec un Shanahan qui les sort de nulle part, mais c'est assez interchangeable et malheureusement, il est un peu revenu à sa condition de no-name après son passage chez nous. On va enchaîner du coup avec le 6e tour. Notre 6e tour, c'était le choix 190. À la base, nous avions le choix 210 et nous l'avons échangé pour récupérer le choix 190 avec Philadelphie, et on a envoyé dans le lot Marquise Goodwin, receveur. Gonzague, un mot pour Marquise Goodwin ? Marquise Goodwin, j'aimais beaucoup le joueur. Il m'amusait beaucoup parce qu'il avait ce passif entre guillemets d'athlète spécialiste du sprint, et on le voyait d'ailleurs, on a tous en souvenir, cet incroyable touchdown qu'il marque à une distance complètement dingue, avec cette célébration derrière qui était extrêmement touchante. Donc c'était un joueur qui était vraiment, qui était touchant. Donc j'aimais beaucoup le joueur, humainement parlant. Après, on arrivait à un moment, encore une fois, j'en reviens toujours à cette question de la gestion du salary cap, où vraiment on était au ras des pâquerettes à ce moment-là, il fallait faire des choix, c'était un choix douloureux, mais qui était inévitable à ce moment-là concernant Marquise Goodwin. Donc j'ai pas de regret en tant que tel, mais c'est un joueur qui m'a marqué, avec un petit M, mais qui m'a marqué quand même. J'ai de bons souvenirs de lui. Olivier ? Marquise Goodwin, on parle bien du gars qui faisait qui a fait les sélections pour le 100 mètres pour les JO, c'est ça ? Non, c'est un sauteur en longueur surtout. Exact. Il a fait la finale olympique du saut en longueur au Jeux de Londres en 2012. C'est ça. C'est bien ça, et c'est lui qui avait perdu sa sœur, et le fameux touchdown dont parle Gonzague, c'est bien celui-là. Exactement, avec une célébration qui était liée à ça, qui était extrêmement touchante. Voilà, il a joué la même semaine que le décès de sa sœur, effectivement. Voilà, c'est pour remettre dans le contexte pour les gens qui n'avaient pas vu le match. Et le mot que tu devais chercher, Gonzague, depuis tout à l'heure, c'est attachant. C'était un joueur attachant. Marquise Goodwin. Voilà ce que j'ai, tout ce que je pouvais rajouter. Mais c'est vrai qu'après, on avait des choix à faire, et malheureusement, il a fallu qu'on s'en détache. Kevin ? C'était un peu notre Deshaun Jackson avec le cerveau en plus. Oui, c'est ça. Oui, cerveau en plus, un peu de talent en moins, mais c'était un joueur sympa. Ouais. Du coup, avec ce 6e choix, on est allé du côté de l'attaque une nouvelle fois. On a récupéré Charlie Warner,
tight end de Georgia, le meilleur ami de Kevin en concurrence avec son joueur préféré, Ross Dwelly. Charlie Warner, juste avant de te laisser la parole, Kevin, Charlie Warner, depuis qu'il est arrivé à San Francisco, c'est 48 matchs, 5 titularisations seulement, 8 réceptions, 88 yards la saison dernière, 17 matchs, il a joué dans les 17 matchs, et c'est là où s'arrêtent ses stats, puisqu'il y a 0 réception, 0 de rien du tout. Kevin, si demain, la décision du 4e tight end ou du 3e tight end devait se jouer entre Charlie Warner et Ross Dwelly, tu choisis Charlie Warner, rassure-nous. Charlie qui? Non, mais je dirais simplement que la meilleure prestation de Charlie Warner depuis qu'il est au 49ers, c'est de quitter cette semaine, en tout cas les dernières semaines, d'aller choisir une autre équipe. Non, mais sinon, pas grand-chose à en dire. C'est un joueur qui a été remplaçant la majeure partie. Et heureusement, avec George Kittle dans l'équipe, il n'y a pas beaucoup de place à prendre. Honnêtement, j'en garderai pas un souvenir impérissable. Je sais pas ce que vous en avez, ce que vous en gardez, vous, mais j'ai même pas une action de Charlie Warner qui me revient en tête quand j'y repense. Je vois son nom dans le roster, mais je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas qu'est-ce qu'il a donné. Voilà, au revoir. Bah, en fait, c'est un tight end qui, déjà, à Georgia, n'était pas spécialiste de réception. Il faut regarder ses stats en college football et elles sont cataclysmiques à cet exercice. C'était juste un tackle de jeu de course, en fait. Un tight end spécialiste dans le bloc de jeu de course. C'est pourquoi il a été drafté, c'est ce qu'il a tenté de faire, médiocrement. En tout cas, sa position, celle d'un 6e tour, entre guillemets. Donc finalement, je peux même pas dire qu'il m'est déçu. C'est un joueur qui est à sa position, comme dans n'importe quel draft, et qui n'a pas su se démarquer, performer. Au revoir, bonjour, on t'aura oublié dans les 2 années qui viennent, et voilà. Mais oui, insignifiant. Olivier? Ouais, mais c'est ça, c'est un choix de 6e tour. C'est un choix de 6e tour, donc il y a très très peu de chances qu'il soit sur le terrain. Et puis depuis qu'il est là, il est quasiment pas sur le terrain. Et je rejoins totalement ce qu'il a dit, Kevin. J'ai pas d'image en tête avec lui, donc partant de là. Mais moi non plus. C'est vrai à dire par-dessus. C'est vrai qu'on devient exigeant avec des choix de 6e tour, avec le passif qu'on a sur les 6e tours, mais ça reste un 6e tour malgré tout. C'est qu'un 6e tour, les gars. Donc, normalement, il ne doit pas avoir le peine. En règle générale, les gars de 6e tour, ils voient rarement le terrain. Hein. Et c'est vrai qu'on a mal été habitués ces dernières années, mais en règle générale, c'est ça. Donc, rien de plus, rien de moins. Au 7e tour, on avait du coup fait plein d'échanges, etc. On a récupéré un 7e tour à Détroit en envoyant Eli Harold, un linebacker. Je ne vais même pas vous faire l'offense de vous demander ce que vous en pensez, parce que moi, dans mon livre, en tout cas, je le voyais jamais sur le terrain, donc oubliable. Mais par contre, avec ce 7e tour, on a récupéré... on parlait d'être mal habitué, il fait partie des joueurs qui nous ont mal habitués. Jawan Jennings, receveur de Tennessee, qui n'avait pas joué sa première saison, qui avait été laissé sur le banc. Et puis depuis, en 32 matchs, c'est 59 réceptions et 698 yards et 6 touchdowns. Notamment, on s'en souvient tous d'un match absolument mémorable contre les Rams. Kevin, Jawan Jennings, une vraie réussite du coup de 7e tour. Oui, forcément. Je pense que Gonzague nous parlera bien du joueur qu'il était à l'université, mais je pense avoir compris que c'était un joueur qui était quand même assez marquant en termes de talent, mais qui avait eu des problèmes de comportement qui avaient fait chuter sa cote. Donc en soi, c'est un 7e tour qui n'aurait jamais dû être un 7e tour s'il s'était comporté comme il fallait. Voilà, ça montre qu'il ne faut pas toujours faire une croix sur les joueurs qui montrent un déficit de cerveau à l'université. Parfois, quand tu tombes dans la bonne équipe avec le bon coaching staff, il y a encore quelque chose à tirer de toi. C'est la preuve, on se retrouve avec un joueur comme ça en 3e receveur, c'est exceptionnel. Mais on a eu la chance aussi d'avoir le coaching staff autour pour l'encadrer, lui faire prendre son temps, lui apprendre ce que c'était le métier de receveur en NFL. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits. Donc, c'est incroyable d'avoir Jawan Jennings aujourd'hui dans l'équipe en 3e receveur. Ouais, avant de laisser la parole à Gonzague, oui, je te confirme, hein, c'était un excellent joueur qui aurait dû être drafté plus haut et il y a eu des problèmes comportementaux à Tennessee, c'est pour ça qu'il est tombé aussi bas. Gonzague, tu es d'accord avec ce qu'a dit Kevin, c'est une aubaine en fait de l'avoir récupéré au 7e et qu'il performe en fait depuis ce temps-là à un tel niveau pour un joueur aussi bas? Eh ben écoute, ouais, une aubaine en tant que telle après coup. Et alors je vais surprendre tous nos auditeurs, c'est qu'en dépit du fait que c'est un joueur qui était à peu près ciblé aux alentours du 3e tour en talent pur, début de 3e tour,
Son comportement l'a fait chuter et on savait tous qu'il allait chuter en raison de ça. Et parce qu'on savait qu'il allait chuter, aussi fou que ça puisse paraître, j'étais pas emballé du choix au 7e tour en me disant de toute façon on n'en fera rien. T'es jamais emballé par aucun mec de comportemental, quel que soit le tour auquel on le prend. Alors tout à fait. On a tous notre manière de cibler les joueurs et moi j'avoue que les questions de comportement c'est primordial pour moi. Pour jouer en NFL, il faut être mature dans sa tête. Et je suis extrêmement exigeant sur cette question-là. On a tous je peux avoir tort sur beaucoup de joueurs. Hein. Je pense que un célèbre joueur des Ravens me dirait l'inverse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais pas pour autant emballé du choix. Et au moment où en fait j'ai vu les images de son choix, où on le voit pleurer d'émotion, je me suis dit peut-être Gonzague t'es en train de dire une énorme connerie. Et en fait, il nous a prouvé que la voie de la rédemption existe, que c'était un imbécile en foot universitaire et qu'il a su gagner en maturité derrière. Bravo à lui. Il est aujourd'hui notre receveur numéro 3, numéro 2 par moment, d'ailleurs par flash. Et je suis extrêmement content de l'avoir dans notre roster. Et il a su me faire mentir sur ma manière de cibler les joueurs. Et bravo, parce que c'est une belle image du sport qu'il nous donne tous les jours, ce type-là. Bravo. Et Gonzague t'a dit numéro 2 sur certains flashs, je dirais même numéro 1 sur 3e tentative. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on l'a pris d'ailleurs. Il a des super sorts. Ouais, c'est clair. Olivier ? Vous avez bien parlé du gars. Ça fait encore partie des choix de draft, comme on disait. Il peut se passer quelque chose et il faut tomber au bon endroit au bon moment. On en revient un peu à la discussion qu'on a eue la semaine dernière par rapport à Darnold. Et je pense que Jauan Jennings, dans certaines franchises, je vais pas faire toute la liste, mais un nombre de franchises importantes, il aurait fait une saison puis il aurait disparu. Et là, nous, pendant un an, il est resté au calme. Après, on l'a vu arriver l'année dernière. Il y a 2 saisons maintenant. Au départ, il n'y avait pas grand-chose. Puis après, on a commencé à le voir. Puis il a fini la saison en boulet de canon. Et l'année dernière, il a été exceptionnel. Je veux dire, nombre de fois où on en a parlé sur les débriefs des matchs, entre son côté où il va récupérer les ballons en 3e tentative, c'était Troy Jennings. Et le fait qu'il est physique et qu'il est sur les blocs et puis il se laisse pas faire. Moi, j'adore son intensité. Vous savez que moi, c'est plus ça que je vais voir, l'intensité des joueurs. Et franchement, c'est un régal et c'est un super choix. Et comme vous avez dit, une aubaine de le récupérer si bas, d'après ce que vous en pensez au niveau de la draft. Très bien, on a fait le tour des joueurs draftés. Avant de vous demander votre note, je vais juste citer vite fait, parce que j'aime bien faire ça pour voir à quel point les mecs sont tombés dans l'oubli. Je vais juste citer vite fait les noms des joueurs qui ont été récupérés en undrafted free agent. Il y en a 3 qui ont joué un petit peu avec nous. Avant ça, on avait récupéré DeMarcus Assis, cornerback de Missouri, Chris Finke, receveur de Notre-Dame, Jonas Griffiths, linebacker d'Indiana State qui joue aujourd'hui aux Broncos, Chase Harrell, tight end d'Arkansas, Josh O'Keefe, fullback de Fresno State, Jared Maiden, safety d'Alabama qui joue aux Bills aujourd'hui, Brock Rutter, quarterback de North Central, Evan Foster, safety de Syracuse et Salvon Ahmed, running back de Washington qui joue aujourd'hui à Miami. Et les 3 qui ont joué avec nous, vite fait, Darion Daniels, un defensive tackle qui a joué en 2020 4 matchs et qui a fait 4 plaquages et qui joue en USFL aujourd'hui. Et Jared Maiden, du coup, qui avait joué un petit peu le joueur de le safety des Bills, et Jamichael Hasty, un petit peu plus marquant, le running back qui joue aujourd'hui à Jacksonville et qui a joué 2 saisons chez nous pour 216 yards et 2 touchdowns à la course. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur un de ces joueurs, notamment, je pense, sur Jamichael Hasty ? Je suis assez surpris de voir que Salvon Ahmed est passé par chez nous. Salvon Ahmed, en fait, j'aime beaucoup. C'est ça, Salvon Ahmed est passé par chez nous en undrafted free agent. On l'a coupé fin août et les Dolphins ont sauté sur l'occasion pour le récupérer direct dès qu'on l'a coupé. On voulait le couper pour le mec dans le practice squad et les Dolphins ne l'ont pas laissé passer. D'ailleurs, je me rappelle bien quand ils ont eu un petit problème de blessure, les Dolphins, cette saison-là ou la saison suivante, et justement, ils ont sorti Salvon Ahmed du chapeau et il a tout de suite performé. Que c'est intéressant de voir qu'on s'en est séparé et que finalement, on a fait confiance à Jamichael Hasty, on était tous contents de voir partir par la suite. Donc, à part Loïc, parce que Loïc aime bien les mecs qui courent vite. Je vais vous demander à chacun votre note sur cette draft. Gonzague, je vais commencer par toi, ta note sur cette draft 2020. En fait, j'ai un gros problème, c'est dans cette draft, tu inclus également les trades de la free agency parce que. Est-ce que tu as Williams C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je dirais que les trades vraiment comme celui de Williams, qui sont vraiment qui a été fait le 2e jour de la draft, je le compterais. Les trades de type DeFord, Emmanuel Sanders, etc., je les compte pas.
Bah, écoute, Ouais, c'est ça. j'ai Le envie trade de de te- Trent Williams qui s'est fait pendant les jours de la draft, oui. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire Trent Williams, tackle gauche, Brandon Ayuk, wide receiver numéro 1, et d'une certaine manière, Colton McKivitz aujourd'hui, tackle droit titulaire. Bah, qu'est-ce que je vous dis de plus? Et si C'est- t'enlèves Trent Williams de Il y a- l'équation, Il y a, Mais il y a- bon, il y a aussi le départ de DeForest Buckner à intégrer, puisque oui, pardon, évidemment, il y a le départ de Difo. oui, mais bizarrement, j'ai tendance à le minimiser, alors que je suis pourtant un immense fan du joueur comme vous tous, qui était mon joueur préféré en défense, parce que son départ était rendu inévitable pour des raisons de salary cap. Donc, on ne peut pas regretter quelqu'un qu'on a laissé partir par nécessité et non par choix. Donc, j'ai tendance à le minimiser en tant que tel. Donc, je maintiens ma note de A malgré tout, parce que Trent Williams est chez nous. Et si je dois enlever Trent Williams, bah, je dirais B-. Voilà. C'est comme quoi un joueur vous change une note radicalement. Mais Trent Kevin Williams, non, c'est trop une aubaine, c'est pas possible à ce tarif. Kevin? ouais, j'allais mettre A-, et puis en écoutant Gonzague, je me dis que je vais suivre ça. Au final, tu vas chercher ton receveur numéro 1, tu vas chercher, n'en déplaise au même Gonzague, le meilleur tackle de l'histoire de la franchise. Donc, Mais il va donc ouais. c'est fini, oui. Mais c'est fini, oui. Mais il va arrêter. Non, mais, Il le veut absolument, son épisode non, débat. mais cher auditeur, ne laissez pas passer ça. Je compte sur vos commentaires à la fin. Mettez-le au pilori, mais arrêtez. J'adore Trent Williams, mais stop. Bon, je te laisse poursuivre. Olivier. Pardon, Elliot. Bah écoute, je me pose la question si on peut même pas mettre A+. Sur une draft. Non, mais parce que vous avez parlé de plein de joueurs, vous avez quand même oublié qu'il y a aussi Jawan Jennings. Vous calculez qu'il y a quand même sur une seule draft, il y a 5 titulaires. Ça va Ben, Ouais. ça fait pick and dump, voilà, c'est pour ça, je veux dire, faire mieux sur une draft, sur 3 jours de draft, ça me paraît compliqué, hein, je veux dire. C'est qui le Ouais, cinquième? moi c'est qui le cinquième? Moi je le vois pas non plus. Ah pardon, j'étais sur, j'avais non, j'ai fait une inversion, pardon, ça fait 4 en tout titulaire, donc entre Jennings, Ayuk, McKivitz, Williams. Trent Williams, et moi je le mets encore titulaire à Kinlo pour l'instant. Ah Parce bah que je avec Armstead et Hargrave, je vois pas où tu le mets. Hein. Oui, il est 3e, 4e dans le chart. Ouais, je ouais, pense, mais hein. parce que moi dans ma tête, j'ai Et, encore le fantasme que Armstead il repasse sur une aile. Non. C'est Et pas une bonne McGee et les compagnies sont devant lui-même, je pense. Voilà, donc non, voilà, c'est pour ça j'avais encore ça, mais ça fait ça fait quand même sur une seule draft, c'est assez monstrueux. C'est pour ça que voilà, après tu enlèves Trent Williams, c'est sûr que tu redescends à B, mais voilà, il y a quand même pas mal de choix forts sur une seule draft, et franchement, moi je trouve que c'est pour faire aussi bien que ça, il va falloir se lever tôt, quoi. Ouais, moi je pourrais pas mettre A+, parce que notre premier choix de la draft c'est quand même Javon Kinlaw, donc ça enlève le plus immédiatement, mais par contre je vais vous suivre sur le A. Et sans Trent Williams sur un B, mais avec Trent Williams c'est un A, parce que comme vous l'avez tous très bien dit, on récupère le tackle titulaire un peu moins fort que Joe Staley, enfin un peu moins marquant que Joe Staley, mais on récupère le tackle titulaire pour plusieurs années. Et puis ouais, Ayuk, Jennings, McKivitz, on verra, hein, on en reparlera très probablement tout au long de la saison prochaine de Colton McKivitz, que ce soit en bien ou en mal, on en parlera dans tous les cas. Mais voilà, ouais, quand même s'il n'y avait pas Trent Williams, ça reste une draft quand même plutôt convaincante, hormis ce petit astérisque à côté du choix de Javon Kinlaw. Ah bah, Mais de toute façon, McKivitz, il va être plus qu'explosé cette année. Hein. On va en parler à chaque snap, quasiment, je pense. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce 40e épisode du Facebook Podcast dédié à la draft 2020 et tout ce qu'il y avait autour, notamment au niveau des trades. On est tous d'accord du coup sur une plutôt bonne draft, avec notamment évidemment Trent Williams qui ressort là-dessus. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques temps. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on fera le prochain épisode. Peut-être un débat entre Kevin et Gonzague, on verra bien. On n'a pas encore décidé de ce qu'on faisait pour la suite. Hein. De toute façon, il y aura sûrement une petite pause avant la reprise pour l'intersaison, pour parler de ce qui arrive ensuite. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, et puis Go Niners. Salut à tous. Go Niners. Good night, salut tout le monde. Ciao, ciao. Come
come on.